On ouvre en tout cas la première partie de ce 21-23 consacrée, vous l'avez entendu bien sûr, à la nouvelle tragique de la journée. Une nouvelle professeure de collège agressée très violemment dans le Var. Ce soir, elle est toujours entre la vie et la mort. Son agresseur est un de ses élèves âgé de 14 ans. Il l'a lardé de plusieurs coups de couteau. Le ministre de l'Éducation nationale est sur place en ce moment. On ira le retrouver et écouter ce qu'il a à dire en sortant du collège dans quelques minutes. Mais on va évidemment décortiquer cette actualité. Est-ce que ces violences sont en augmentation? Peut-on faire plus en matière de loi? Y a-t-il des exemples, notamment étrangers, qui peuvent servir notre réflexion? On va en parler d'abord avec vous, évidemment, Valentine Arama. Vous êtes notre spécialiste, notre journaliste police-justice pour France Info TV. Vous avez suivi cette affaire toute la journée. Vous allez nous éclairer. Sophie Vénétité, bonsoir, secrétaire générale du SNES FSU. Évidemment, vous représentez le monde enseignant. Manon Lefebvre, bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale du syndicat de la magistrature et substitut du procureur de la République à Lille. Et puis Michel Vieviorca, bonsoir, sociologue et directeur d'études à l'EHESS. Vous avez beaucoup travaillé, Michel, notamment sur tous ces phénomènes de violence, et donc votre regard nous sera très utile. Votre dernier livre, L'idée de gauche peut-elle encore faire sens, est aux éditions de l'Aube. Alors, on va tout de suite aller sur le terrain pour vous retrouver, Amaëlle Brignoli. Vous êtes justement au pied de ce collège dans le Var. D'abord, est-ce que ce soir, Amaëlle, vous avez des toutes dernières nouvelles de cette enseignante, encore une fois, qui est entre la vie et la mort à l'hôpital, et puis peut-être des nouvelles de son agresseur qui est, j'imagine, toujours en garde à vue? Mais écoutez, aux dernières nouvelles, le pronostic vital de l'enseignante est toujours engagé. Elle a été opérée cet après-midi après avoir reçu 3 coups de couteau au torse. L'élève de 14 ans est quant à lui toujours entendu par les enquêteurs pour tentative d'assassinat. D'après le procureur de Toulon, la professeure aurait effectué des rapports disciplinaires à l'encontre de cet élève, ce qui aurait expliqué son geste. Le procureur a également fait état de problématiques familiales et a également mentionné que l'élève était suivi par un juge des enfants. Amaëlle, est-ce que vous avez des informations? Je crois que le ministre de l'Éducation nationale vient d'arriver au collège. Quelle est la situation dans le collège où vous vous trouvez? Mais écoutez, le ministre vient de rentrer à l'instant, donc on ne peut pas le suivre. Ce que je peux vous raconter, c'est que quand on est arrivé, nous, sur place, nous avons vu une foule de parents inquiets et silencieux venus chercher leurs enfants. Beaucoup d'élèves en pleurs puisque la professeure en question était la seule à enseigner les arts plastiques dans l'établissement, donc tous l'avaient en professeur. Nous avons rencontré des anciens élèves venus prendre des nouvelles. L'un d'eux nous a parlé d'une personne qui était autant aidante qu'enseignante et qui souhaitait transmettre véritablement sa passion des arts. Concernant la mise en cause, nous avons parlé à une de ses professeurs qui nous a affirmé qu'il n'était pas violent, mais je cite, perturbé et perturbant. Nous avons également croisé un camarade qui nous a affirmé qu'à plusieurs reprises, il aurait fait état de sa volonté de poignarder l'enseignante. Le collège, en tout cas, restera fermé demain, mais les élèves qui souhaitent avoir un soutien psychologique pourront s'y rendre. Merci Amaëlle, vous étiez en direct de Sanary-sur-Mer dans le Var. Sophie Vénétité, un premier mot, j'imagine, évidemment, pour votre collègue, votre consoeur, qui ce soir est entre la vie et la mort. En tant qu'enseignante, évidemment, c'est toujours un choc. On va voir qu'il y a eu toute une série ces derniers temps. Oui, la première réaction, c'était de l'effroi. Enfin, c'est de l'effroi de voir que une professeure, un membre de la communauté éducative, se trouve agressée dans l'exercice de ses fonctions, tout simplement parce qu'elle a fait son métier, parce qu'elle faisait son métier et qu'elle incarnait quelque part l'école. Donc, effectivement, toutes nos pensées vont vers elle. J'espère qu'elle va très vite se remettre. Mais au-delà de l'effroi, les premières réactions de nos collègues aussi qui nous sont arrivées spontanément, c'est aussi une forme de colère. Parce que, vous l'avez dit, c'est malheureusement pas le premier fait de ce type-là qui arrive ces derniers mois. Et il y a une forme de ras-le-bol de voir que ces faits s'enchaînent sans qu'il y ait soit une véritable prise de conscience, soit qu'on ait pris la mesure de ce qui se passait et que collectivement, la société ait apporté une réponse à la hauteur. Valentine, on va évidemment décrypter tout cela avec tous nos invités sur ce plateau, mais juste un premier mot. A priori, il n'y a pas de revendication, le procureur le disait, ni religieuse, ni d'une autre nature.
C'est évidemment difficile ces affaires, vous l'avez suivi toute l'après-midi, ce sont des choses évidemment imprévisibles et on va être bien en peine de trouver quand même ce soir des solutions toutes faites. Oui, alors il y a deux choses. En effet, ce jeune homme de 14 ans qui a agressé de plusieurs coups de couteau, 3 ou 4, c'est pas encore très clair, sa professeure d'art plastique, qui l'a notamment touché à l'abdomen, eh bien, avait eu des problèmes avec cette enseignante. Donc visiblement, c'est vraiment elle qu'il visait directement. Cette professeure avait rédigé des rapports de nature disciplinaire à son encontre. Après, selon nos informations, 3 incidents distincts. Et ce sont ces rapports, ces avertissements que cet élève n'aurait pas supportés. Il aurait d'ailleurs menacé sa professeure en disant « je n'en resterai pas là ». Et puis, il avait parlé aussi à des témoins de sa volonté de s'en prendre à elle à plusieurs reprises. C'est dans ce contexte donc, qu'il s'en est pris à elle aujourd'hui. Et cette professeure dont le pronostic vital, ça a été dit, est toujours engagée à cette heure-ci. Il y a ce premier point. En effet, vous disiez pas de connotation religieuse ou politique. C'est bien ce que le procureur de la République a précisé. Ça veut dire qu'au moment des faits, il n'a pas proféré de certaines paroles ou il n'y a pas eu un cri qui pouvait laisser à penser qu'on était sur une autre dimension. C'est visiblement, encore une fois, vraiment cette professeur qui était visé spécifiquement. Et puis, après, il faudra aussi, et on y reviendra sûrement, parler de cet élève en particulier qui, visiblement, avait des problématiques familiales, avec un contexte familial un peu compliqué. On va en reparler. Alors, toujours en attendant le ministre de l'Éducation nationale et avant d'entendre votre réaction, Manon et Michel, on va voir pourquoi on en parle notamment ce soir, parce que c'est la dernière tragédie d'une série qui a donc marqué les Français, parce qu'il y a eu d'autres précédents ces derniers mois et ces dernières années. Mathilde Moreau nous rappelle les derniers faits tragiques à l'école et on continue le débat juste après. La scène a bouleversé toute la France. Stéphane Voirin danse aux obsèques de sa compagne Agnès Lassalle. C'était il y a 3 ans. La professeure d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz a été poignardée en plein cours par un élève. Son agresseur confie avoir eu le sentiment d'être quelqu'un d'autre. Sa santé mentale sera au cœur du procès en avril prochain. Plus récemment, en juin dernier, Mélanie, surveillante dans un collège en Haute-Marne, est tuée par un élève. Selon les magistrats, l'agresseur de 14 ans avait une certaine fascination pour la violence. Le profil psychologique des agresseurs, élément scruté pendant les investigations. Quelques jours seulement après la rentrée en septembre dernier, près de Strasbourg, une professeure est agressée au couteau par un élève avant qu'il ne se poignarde et ne décède quelques jours plus tard. Le jeune garçon de 14 ans, placé à l'aide sociale à l'enfance, avait subi des violences dans une de ses familles d'accueil. Sans antécédent judiciaire, il avait tout de même fait l'objet de procédures disciplinaires après avoir dessiné des symboles nazis. Il avait attiré l'attention pour son goût pour les armes, pour tout ce qui a trait à la Seconde Guerre mondiale, avec des références nettes au nazisme. En septembre également à Antibes, un ancien élève blesse au couteau un lycéen et une professeure. Fiché S pour son profil psychiatrique, il était sous contrôle judiciaire après une tentative d'attaque contre son lycée en avril 2024. Depuis cet été, un décret prévoit que tout élève portant une arme soit systématiquement traduit devant un conseil de discipline. Manon Lefebvre, avant qu'on élargisse le débat, notamment avec Michel, juste, là on vient de voir les précédents, mais pour revenir sur ce qui se passe ce soir, là je parle à la magistrate que vous êtes, le jeune agresseur de 14 ans, il est en garde à vue. En ce moment, on essaie évidemment d'établir quoi ? D'établir les faits, j'imagine, d'établir ce qu'on disait, s'il n'y a aucune motivation religieuse, politique. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la garde à vue de ce jeune homme ? Alors déjà, on partage pour notre syndicat l'émotion et le choc que représentait cette nouvelle agression au couteau, une agression très violente, évidemment qu'on a bien conscience de la violence de cet acte. Sur ce qui se passe en ce moment, alors le procureur de Toulon peut mieux le dire que moi et c'est à lui de communiquer sur cette affaire, mais ce qui va se passer déjà, c'est établir les faits, effectivement, et puis comprendre aussi l'état dans lequel était ce mineur, parce qu'il se pose aussi la question de l'état psychiatrique de tout agresseur, quel qu'il soit, y compris d'un mineur, avec les particularités du profil, en tout cas, que peut représenter un mineur, puisqu'il est en construction, ce sont des adolescents. Donc déjà, cette question peut se poser. Et puis après, pour le parquet, se posera la question de l'orientation de ce dossier. Si la tentative d'assassinat est retenue, il y aura ce qu'on appelle une ouverture d'information. Mais tout ça, c'est des hypothèses. Encore une fois, je n'ai pas la main sur cette procédure. Mais
ce qui peut arriver, c'est une ouverture d'information. On saisit un juge d'instruction et la question de mesures provisoires, c'est-à-dire d'une mesure potentiellement coercitive à l'encontre de ce mineur, que ce soit un contrôle judiciaire, voire une détention provisoire, peut s'envisager à ce stade-là. Michel, on va aller voir dans quelques instants avec Alexandre Hébert quels sont les chiffres de ces agressions. Sont-elles en augmentation ? C'est difficile de faire la part des choses entre les chiffres, entre le ressenti, entre l'émotion. Vous qui avez travaillé sur toutes ces questions-là, je sais que c'est une question très large, mais est-ce que la violence à l'école est en pleine explosion ? Ou est-ce qu'il faut j'allais dire relativiser, pas relativiser la tragédie d'aujourd'hui, mais étudier les chiffres de plus près ? C'est très compliqué. On a affaire à un fait précis. On a le sentiment qu'il s'inscrit dans une série, mais 4-5 cas ne font quand même pas un phénomène massif. Mais par ailleurs, il y a ce qui est visible, c'est-à-dire une tentative d'assassinat, et puis il y a tout ce qui est en dessous, qui n'est pas forcément visible, tout ce qui ne remonte même pas forcément jusqu'au niveau du ministère et qui alimenterait des statistiques, ce qu'on appelle parfois des incivilités, des propos injurieux, des menaces, etc., non suivis d'effets. Et donc, c'est compliqué de vous répondre. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette affaire-là ne coche pas toutes les cases de ces problèmes. Le terrorisme, au stade où on en est de l'information, oui. Je parle avec beaucoup de prudence et des hypothèses, mais en tout cas, il semblerait que le terrorisme ne soit pas concerné, que ne ce soit pas une affaire en bande, c'est quand même aussi important, que par contre, on est au carrefour, je crois, d'un problème de santé mentale. Et donc, ça met en cause le fonctionnement général de la santé mentale. On est au carrefour de ça, on est au carrefour de problèmes sociaux. Il semblerait qu'il y ait une famille... Bon, alors là, c'est quand même la question du fonctionnement général de l'aide sociale, de comment on s'occupe des familles en difficulté, etc. Et puis surtout, et c'est très bien qu'il y ait parmi nous quelqu'un qui représente le monde de l'éducation, il y a quand même la crise de l'institution scolaire. Je viens d'apprendre qu'il y avait eu déjà des signalements, que l'enseignante s'était déjà plainte de cet élève. On l'a vu de façon dramatique aussi avec l'affaire Samuel Paty. On a le sentiment, si vous voulez, qu'il y a une crise de l'institution éducation qui est considérable et qu'on ne sait pas très bien comment faire. Alors, est-ce que c'est un fait, pour vous répondre plus précisément, est-ce que c'est un fait unique, et donc ce qu'on appelle parfois un fait divers, ou est-ce que ça vient nous dire d'autres choses, mais on ne va pas généraliser non plus à partir même de quelques cas. Et on est au carrefour de tellement de problèmes de société, c'est quand même difficile d'y voir très clair. Justement, c'est ce qu'on va voir avec Alexandre Hébert, et comme ça nous permettra d'alimenter le débat. On vous retrouve, Alexandre. Vous l'avez entendu sur notre plateau, la question c'est que disent précisément les chiffres ? Est-ce que cette violence en milieu scolaire est, dans les faits, en augmentation ? Je crois que c'est plus compliqué que ça. Vous avez raison, Loïc, c'était un peu plus compliqué. En fait, le chiffre qui va nous servir de valeur étalon ici, c'est celui des incidents graves signalés par les chefs d'établissement en 2024. Il était, selon le ministère de l'Éducation, de 16 pour 1000 élèves. Un chiffre qui est effectivement en constante augmentation depuis plusieurs années. Il n'était que de 12,2 en 2019. Et puis ensuite, les années d'après, il n'a cessé d'augmenter, excepté évidemment juste ici au moment de la crise du Covid, puisque les élèves étaient confinés chez eux une bonne partie de l'année. Mais il faut relativiser cette évolution puisque, comme je vous le disais, c'est une hausse des signalements et pas des faits en eux-mêmes. D'ailleurs, certains chercheurs affirment aujourd'hui que les chefs d'établissement sont de plus en plus incités à signaler et à mieux signaler ce qui se passe dans leur établissement, ce qui pourrait expliquer en partie cette augmentation. En tout cas, dans le détail, les infractions qui reviennent le plus quand elles sont signalées par les chefs d'établissement, ce sont les atteintes aux personnes. 80% tout de même des infractions signalées. Et si on regarde un peu plus dans le détail, il s'agit tout de même principalement de violences verbales. Les violences physiques, elles, représentent 24% de ces faits signalés. Et puis, le reste va se répartir dans ce qu'on appelle globalement les atteintes à la sécurité. Ça peut être la consommation d'alcool ou de stupéfiants, le port d'un objet ou d'une arme dangereuse, mais sans violence ou sans intention d'en commettre, ou encore les intrusions sans violence dans les établissements. Il faut aussi noter que ces statistiques englobent à la fois les violences envers des personnels d'établissement, mais aussi des violences entre élèves eux-mêmes, et ce, dans le public comme dans le privé. Alexandre, comment la France se place par rapport à d'autres pays
avec la restriction que là encore, les mesures de calcul ne sont pas forcément les mêmes. Et vous avez raison, Loïc, c'est très difficile de comparer parce que les pays ne considèrent pas toutes les violences de la même manière. En revanche, il existe un chiffre qui existe, c'est celui des fusillades en milieu scolaire. Et on voit sur cette carte que la France est tout en bas du classement avec 2 fusillades recensées dans des écoles depuis 2009 et ce, en incluant l'attentat perpétré par Mohamed Merah. C'est donc bien en dessous que des pays comme l'Afrique du Sud, le Mexique et surtout bien en dessous, évidemment, des États-Unis avec 288 fusillades sur cette même période. Merci Alexandre, on voit encore effectivement ce dramatique chiffre sur les États-Unis. Je vais retrouver mes invités. Ce qu'on voit, c'est que c'est effectivement compliqué parce que quand on a préparé cette émission, on a vu que sur les violences graves ou les signalements graves, référencés par l'Éducation nationale, ce qui est bien normal, mais que le calcul, c'est qu'en fait, pardonnez mon langage, quand un élève dit « va te faire foutre un professeur », il y a un signalement grave, mais qui est un peu dans la même catégorie que ce qu'on a vu aujourd'hui avec ces coups de couteau. Donc c'est difficile de faire la part des choses entre ce qui n'est pas admissible dans une école, de ce qui est une tragédie. Et c'est pour ça que, Michel, que c'est difficile d'avoir cette notion de est-ce qu'on est en augmentation sur les faits les plus graves. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu en augmentation sur l'intensité dans les faits les plus graves? Est-ce que la violence n'est pas encore plus violente? Je crois qu'on manque d'enquêtes. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faudrait beaucoup plus d'enquêtes. Et surtout, d'un collège à un autre, d'une classe à une autre, tout peut changer. Hein. C'est aussi... Il y a des collèges où ce genre d'affaires serait, à mon avis, impensable. Et il y a d'autres collèges où, au contraire, on se dit ça peut arriver demain. Alors, est-ce qu'on... Vous savez, alors, tous les psychosociologues vous le diront, la question du passage à l'acte, c'est quand même le grand mystère des sciences sociales. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un passe à l'acte ou ne passe pas à l'acte? Donc... Sophie Vénétité, vous êtes enseignante à la base. Est-ce que vous, dans votre carrière, et encore une fois, c'est difficile de dépasser l'émotion et de se recentrer sur les chiffres, mais est-ce que vous, dans votre quotidien, le quotidien de vos collègues enseignants, cette violence ou cette violence extrême, vous la voyez monter? Alors, je pense qu'il faut d'abord mettre les bons mots sur ce qui se passe. Moi, je continue d'enseigner. J'ai toujours 4 classes de seconde. Et comme mes collègues, ce que je vois monter, c'est certainement un peu les incivilités du quotidien. Et de ce point de vue-là, je veux quand même rappeler un chiffre qui a été donné dans l'enquête de l'Autonome de solidarité l'année dernière. C'est que 75% des incidents graves, ce sont en fait des violences verbales. Ça ne veut pas dire qu'elles sont acceptables, mais ça veut dire que ce sont largement des violences verbales plutôt que des violences physiques. Et c'est ça qui mine le quotidien, en fait. Ce sont ces petites incivilités du quotidien qui minent ce qu'on appelle le climat scolaire, c'est-à-dire votre ambiance de classe, ce qui se passe dans les couloirs, ce qui va se passer à la cantine. Et aujourd'hui, c'est ça le plus compliqué à gérer parce qu'on est souvent seul pour gérer ça. Après, les faits graves, les faits très graves de violence physique, comme on a eu aujourd'hui, ils restent extrêmement rares. Ils choquent profondément la communauté éducative, ça c'est une réalité, mais il ne faut pas les surestimer, c'est-à-dire que les collèges et les lycées ne sont pas à feu et à sang, il ne faut pas les sous-estimer, parce que ça dit aussi certainement beaucoup de choses du rapport de notre société à l'école, de la façon dont on perçoit le monde de l'éducation nationale, les personnels de l'éducation nationale. Il faut poser le bon regard. Ces violences existent, elles sont plutôt des violences verbales, les violences physiques sont assez rare, mais à chaque fois, elle choque à juste titre. Et c'est une bonne chose qu'elle crée une forme d'émotion. Ça veut dire qu'il y a encore une forme aussi d'attachement à ce qu'est l'éducation nationale. Maintenant, aujourd'hui, une fois qu'on a posé ce constat, c'est comment la société tout entière, bien évidemment l'école, mais pas seulement l'école, parce que l'école pourra faire beaucoup de choses, mais elle ne pourra pas tout faire face à l'ampleur de la crise à laquelle on est confronté. Et donc, comment on apporte une réponse globale? Parce que dans tous les faits qui se sont succédés ces derniers mois, il y avait différents profils d'élèves. Et il faut aujourd'hui que l'école et l'ensemble de la société apportent les bonnes réponses en termes de santé mentale. Édouard Geoffrey, ministre de l'Éducation nationale, s'exprime. Pardon. C'est bon? C'est bon pour vous? Oui. Très bien. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir d'abord et merci d'être présents dans ce collège de la Guicharde où je suis venu voir évidemment les équipes. C'est avec évidemment une très grande douleur que je m'adresse à vous ce soir parce que une de nos professeurs d'art plastique, vous le savez, a été victime aujourd'hui d'une tentative d'assassinat par un de ses élèves qui l'a poignardé. Elle est actuellement soignée à l'hôpital militaire de Toulon. Et donc, évidemment, on attend des nouvelles.
Et donc d'abord mes pensées ce soir, elles vont évidemment à sa famille, à ses proches, à ses enfants qui traversent cette épreuve. Si je suis venu, c'est aussi parce que j'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois, mais l'éducation nationale, c'est comme un corps. Et chaque fois qu'on touche une partie du corps, c'est tout le corps qui réagit. Et ce que j'ai voulu dire ce soir à la principale et aux équipes, ce que je dirai demain matin aux équipes que je vais rencontrer, c'est qu'avec moi, c'est comme s'il y avait 1 200 000 collègues venus pour soutenir non seulement évidemment notre collègue victime de ce crime, mais aussi l'ensemble de la communauté éducative qui est évidemment très, très traumatisée par ce qui s'est passé, et les élèves. Le troisième élément que je voudrais vous partager avec vous, c'est l'extraordinaire sang-froid avec lequel les équipes ici ont réagi. Les collègues qui sont venus en aide à notre professeur attaqué, la façon dont les élèves ont été sécurisés, les services de police et de secours qui sont arrivés sans délai, l'équipe, la cellule psychologique académique et les équipes mobiles de sécurité académique qui sont arrivées vraiment dans les plus brefs délais, qui ont permis, avant qu'ils quittent l'établissement, aux élèves de déjà pouvoir rencontrer des psychologues. Tout ceci témoigne d'une organisation qui a été, d'une réaction qui ont été objectivement remarquables. Et dans un établissement qui n'était pas connu pour connaître des questions de climat scolaire. On est bien sur un acte isolé dans un établissement qui, au contraire, est plutôt regardé comme un établissement exemplaire en termes de climat scolaire. Il faut quand même l'indiquer également. Sur la suite des événements. D'abord pour la communauté éducative et les élèves. Dès demain, il y aura une cellule psychologique qui sera installée, une pour les adultes, une pour les enfants, avec des points d'écoute individuels et des points d'écoute collectifs, parce que les jeunes peuvent avoir besoin de parler collectivement comme individuellement. Donc le dispositif sera en place demain matin. Évidemment, les cours sont annulés, mais tous les élèves qui le souhaitent pourront se présenter à l'établissement pour rencontrer un psychologue. L'équipe de professeurs et de personnel sera évidemment elle aussi réunie. Je la verrai d'ailleurs moi-même demain matin, à huis clos bien sûr. Et ils pourront également disposer évidemment de tout le soutien psychologique. La cellule d'urgence médico-psychologique sera évidemment installée. Elle restera en tant que de besoin pour que tous ceux qui le souhaitent puissent tout simplement venir consulter des psychologues à tout moment au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Qu'est-ce que vous évoque le fait qu'un élève de 14 ans puisse rentrer dans un établissement scolaire avec un couteau ? Alors, vous savez qu'on a engagé une campagne, j'allais dire continue, de contrôle d'armes blanches auprès de nos jeunes, aux abords des établissements scolaires. Je partage simplement avec vous quelques données. 12 000 contrôles ont été réalisés entre mars 2025 et décembre 2025. Et le rythme se poursuit au même rythme. Grosso modo, on effectue avec les forces de sécurité intérieure 1500 contrôles par mois en France, aux alentours des collèges, sur ça. Sur ces 12 000 contrôles, donc 12 000 contrôles, c'est-à-dire 12 000 campagnes de fouilles de sacs aux abords. Hein, c'est ça que ça veut dire concrètement. On a découvert 525 armes blanches, donc entre mars et décembre 2025. Et par ailleurs, on a procédé dans l'éducation nationale à 1686 conseils de discipline consécutifs à ces contrôles, ou parce qu'on avait détecté des intrusions ou des tentatives d'intrusion d'armes blanches. Donc, il y a une campagne très très soutenue de contrôle. Pour le département du Var d'ailleurs, il y a eu 168 contrôles qui ont été menés. Je parle sous votre contrôle, monsieur le préfet, autour des collèges, juste pour les collèges, pour 71 collèges, dont 3 aux abords immédiats ou à l'entrée de cet établissement. Et en l'occurrence, pour cet établissement, les 3 qui avaient été menés, aucun n'avait abouti à la détection et donc à la récupération d'armes blanches. Ensuite, malheureusement, ce que ça dit, c'est que quand bien même vous interceptez des couteaux, l'interception du couteau ne fait pas l'interception du criminel. Et quand vous êtes sur un acte malheureusement imprévisible, isolé comme celui-ci, vous ne pouvez pas... le risque zéro, clairement, n'existe pas. Donc on fait évidemment notre possible. On fait ces campagnes. On a évidemment un processus aussi d'accompagnement des jeunes en termes de santé mentale. Mais malheureusement, il peut y avoir des circonstances aussi dramatiques que celle-ci, où rien ne laissait présager ce passage à l'acte. Voilà. Est-ce qu'il faut généraliser du coup les détecteurs de métaux ?
Le détecteur de métal, si vous voulez, une fois encore, je me permets de le dire, le détecteur de métal, il peut vous permettre éventuellement de détecter un couteau en métal à la porte de l'établissement. Il ne vous permet pas de détecter un couteau en céramique. Et il ne vous permet pas en tant que tel d'arrêter un criminel. Je crois qu'il faut aussi, ce que dit le drame de ce soir, qui en suit d'autres, isolés certes, mais quand même d'autres des dernières années, c'est qu'il y a aussi un enjeu social et sociétal. Il faut qu'on aboutisse collectivement à une forme de désescalade de la violence. On ne peut pas avoir ce système dans lequel on passe invariablement de l'insulte au coup, du coup au couteau, etc. Et donc ce processus de désescalade de la violence, il nous engage tous. Ce n'est pas que l'affaire de l'école. C'est bien sûr l'affaire de l'école. On y travaille tous les jours. Et ici, en l'occurrence, les actions qui étaient menées, j'allais dire malheureusement y participer, enfin heureusement participer, mais n'ont pas suffi. Mais c'est un processus sociétal sur lequel les parents, les familles, les élus qui se sont tous mobilisés ce soir et que je salue, les services de l'État, l'école, tous, on a un rôle à jouer pour entraîner cette désescalade de violence par rapport à des phénomènes paroxystiques et dramatiques comme celui qui a touché ce soir notre collègue. Le professeur, le procureur avait évoqué... Voilà, on vient d'entendre la déclaration en direct du ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffrey. Valentine, juste pour résumer aux téléspectateurs qui nous rejoignent en ce moment, le ministre donc parlait, il a déjà loué le sang-froid de certains professeurs, je crois, qui ont pu arrêter le jeune agresseur. Et oui, parce qu'en fait, après avoir porté des coups de couteau à son enseignante, le jeune homme de 14 ans a quitté la salle de cours et allé se réfugier dans les toilettes en pleurant visiblement et a ensuite voulu s'enfuir de l'enceinte du collège. Et c'est un personnel de l'établissement qui l'a mis hors de cause et qui a... Voilà, et qui l'a mis... voilà, tout à fait, pardon, hors d'état de nuire, qui l'a mobilisé et qui a permis que les forces de l'ordre puissent intervenir. Forces de l'ordre qui d'ailleurs ont pu intervenir sans difficulté. Le jeune homme ne s'est pas montré violent à l'égard des forces de l'ordre après son interpellation. Alors, on va décrypter ce qu'a dit le ministre de l'Éducation nationale. Plusieurs choses. D'abord, sur l'aspect purement de la sécurité. Pendant que vous répondez, on va voir ces images qui défilent, des images d'illustration sur tous ces fameux portiques de sécurité, comment empêcher que des armes blanches entrent dans les collèges ou dans les lycées. Il y en a en France, il n'y en a pas beaucoup. Le ministre avait l'air de dire que ce n'était évidemment pas la panacée. Est-ce que c'est votre avis à tous les quatre ? En fait, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on va tout de suite répondre par des mesures répressives, plus de sécurité, et on n'envisage plus jamais maintenant les questions d'éducation, de prise en charge sociale, de réinsertion, parfois pour des mineurs qui sont déjà sous main de justice. Et on ne parle plus que par le prisme du tout répressif. Alors, on va en parler, mais déjà sur le prisme des mesures de sécurité. Ce qu'on voit là, des fouilles à l'entrée par la police ou par la gendarmerie, il y en a eu. Le ministre a d'ailleurs dit que ça avait été le cas dans ce collège-là, que ça n'avait rien donné, aucun couteau n'avait été saisi. Déjà, sur les mesures de sécurité, est-ce que c'est possible, souhaitable, crédible de sanctuariser un petit peu plus nos établissements scolaires ? Il y a déjà, je laisserai l'Éducation nationale répondre, mais on vit les mêmes crises de services publics du côté de l'institution judiciaire. Il n'y a déjà pas de moyens pour financer la première mission de l'Éducation nationale, qui est quand même d'enseigner. Et je laisse ma collègue répondre sur. Et la police n'a pas les moyens non plus, la gendarmerie n'a pas les moyens de faire des fouilles tous les jours dans chacun des collèges et des lycées de France. Ils n'ont déjà pas le temps de faire des enquêtes sur les mineurs victimes de violences sexuelles, par exemple. Michel. C'est des mineurs, c'est des enfants, 14 ans. Et par conséquent, on ne peut pas essayer de protéger la société face à des enfants comme on essaie de protéger la société face à des grands criminels. Donc déjà là, c'est quand même un peu choquant de se dire on n'a rien d'autre à faire que mettre des portiques pour éviter ces choses-là. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense que le passage à l'acte, il se fait. On prend une paire de ciseaux dans un atelier de couture, on prend une fourchette à la cantine, que sais-je. Enfin, ça me semble vraiment dérisoire. Et j'ajoute autre chose, comme ce sont des enfants. On ne peut pas les menacer de sanctions pénales. Enfin, on ne peut pas faire savoir à des enfants de 10, 12, 13, 14 ans, on ne peut pas leur dire « Attention, si vous faites des bêtises, vous irez en prison. » Bon, donc... La question, elle est pédagogique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La question, elle est comment fonctionne l'école, comment fonctionne
ce système depuis la base, qu'est l'établissement scolaire, jusqu'au ministère. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des inquiétudes, des doutes, des soupçons, pour justement, non pas empêcher un couteau de rentrer dans l'établissement, mais pour dire, ce garçon ou cette fille a manifestement un comportement un peu préoccupant, comment on lui parle, comment on le suit, comment on discute avec lui, comment on voit avec les parents, etc. Vous disiez, parce que c'était intéressant, Michel, c'est pas la loi, on va pas les envoyer en prison si c'est des mineurs. Cet après-midi, Sylvain Duic, qui est le porte-parole de la PEP, le syndicat des parents d'élèves et des professeurs, il disait il faut durcir la loi et être plus sévère. On a souvent l'impression en France qu'on cherche toujours à trouver de nouvelles lois. J'imagine que tout l'arsenal légal, législatif, il est là, sur la violence. Alors, juste un point, mais vous le direz sûrement bien mieux que moi, mais c'est pas parce qu'on est mineur qu'on n'est pas accessible à la sanction pénale. Hein. Il y a bien sûr des mesures qui sont prévues. Alors, dans le cas d'un mineur, généralement, les peines sont divisées par 2. Les mineurs sont jugés devant un tribunal pour enfants, c'est-à-dire que d'abord, c'est à huis clos. Ils sont jugés à l'âge des faits, c'est-à-dire que même si le procès arrive alors qu'ils ont atteint la majorité, c'est l'âge des faits qui est retenu au moment T. Donc, si par exemple, je suis jugé à l'âge de 19 ans, mais que j'ai commis les faits à 15, je suis jugée comme si j'avais 15 ans. Et, arrêtez-moi si je me trompe, mais on est bien accessible à la sanction pénale. Oui, mais... même quand on est mineur, avec des mesures éducatives. Mais simplement, si vous avez 13 ans et que vous avez décidé de vous en prendre à votre professeur de dessin, vous ne vous direz pas, attention, là, je risque la prison, oui, je règle la moitié, mais quand même, on ne pense pas comme ça. Donc, c'est en ce sens que c'est un peu, me semble-t-il, un peu à côté du problème. Oui, je confirme. Donc la détention provisoire, elle est possible pour ce mineur de 14 ans, puisque c'est une infraction criminelle qui lui est reprochée. Et sur les réformes, on en a eu cinquantaine depuis 1945, depuis la fameuse ordonnance qui a été réformée par le Code de la justice pénale des mineurs, donc 50 réformes. Les dernières, encore plus répressives que les précédentes. On juge plus vite aujourd'hui les mineurs par rapport à l'ordonnance de 45. Donc on a une justice qui est beaucoup plus rapide qu'avant. Il y a beaucoup plus de mineurs incarcérés. J'ai pris les chiffres du mois de janvier. On a 878 mineurs écroués. Donc il y a une justice pénale des mineurs qui est répressive aujourd'hui. Souvent on pense que mineur égale laxisme. La justice des mineurs n'a globalement pas été aussi sévère depuis plusieurs années. Et donc, a fortiori, j'allais dire, promulguer, voter de nouvelles lois, c'est pas pour contredire ce porte-parole du syndicat des parents d'élèves, mais est-ce qu'il y aura une nouvelle loi qui permettrait de mieux appréhender ce genre de situation ? Non, a priori, non. On n'a pas besoin de nouvelles lois et c'est tout le problème auquel on est confronté face à ces situations, c'est qu'on nous sort toujours une réponse qui relève plus de la communication politique ou de l'effet d'annonce qu'autre chose. Vous parliez des portiques tout à l'heure. Les portiques, quand on est personnel dans un collège ou dans un lycée, on sait très bien que ça ne correspond pas à la réalité de notre établissement. Il faut imaginer 1 ou 2 ou 3 portiques devant un collège ou un lycée. Ça fait ressembler l'entrée d'un collège ou d'un lycée à un hall d'aéroport. Et ça veut dire des longues files d'attente d'élèves qui mettent du temps à passer, parce qu'en plus, il y a plein de choses qui vont sonner. Donc après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils ont sonné ? Vous ne commencez jamais les cours à l'heure si vous mettez des portiques devant les établissements. Ça veut dire aussi que vous faites un attroupement devant un collège ou un lycée, ce qui, en termes de sécurité, est quand même problématique. Sur la question des fouilles, effectivement, les fouilles, comme on voit à l'écran, qui sont organisées par les forces de l'ordre, elles ont pu permettre de trouver des couteaux, mais elles ne répondent pas à l'enjeu principal, qui est comment est-ce qu'on fait pour que les élèves ne viennent pas avec un couteau à l'école. Il est là l'enjeu. Et l'enjeu, il est donc de prévention, d'éducation. C'est pas en transformant les établissements scolaires en véritables bunkers qu'on résoudra cette question-là, qui est une question qui est extrêmement complexe, parce qu'elle a plein, il y a plein d'explications. Quand on regarde le profil des élèves qui sont passés à l'acte ces derniers mois, je le disais par exemple à Nantes, où c'était une lycéenne qui avait été tuée à coups de couteau. C'était un élève où il y avait des problèmes de santé mentale, et d'ailleurs il avait commencé à être pris en charge à l'extérieur de l'établissement, mais ce n'était pas suffisant parce qu'il y avait de véritables manques. Ailleurs, on a vu pouvait avoir des élèves qui étaient fascinés, par exemple, par l'idéologie nazie, d'autres élèves qui n'avaient pas de problème apparent. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de modèle. Il y a des réponses à apporter en termes de santé mentale, en termes de travail éducatif aussi, en termes aussi
nous, d'accompagnement. Ça suppose aussi qu'on ait des équipes plus complètes pour accompagner les élèves. Là, typiquement, on nous dit qu'il y a eu des signalements, des rapports d'incidents qui ont été faits par notre collègue, que l'élève l'aurait mal vécu. Si on est plusieurs à pouvoir expliquer à l'élève ce que c'est qu'un rapport d'incident, la sanction qu'il y a derrière et la façon dont il doit l'accepter, on est un peu moins démunis que quand on est tout seul face à un élève qui va contester ce qui se passe. Donc il faut vraiment travailler la question éducative et toute la société doit le faire. On va justement consacrer ces 10 dernières minutes là-dessus, sur élargir et notamment aborder la question, vous l'avez tous abordé, la question de la santé mentale. Juste, je vous donne une précision puisque le ministre de l'Éducation nationale vient de donner cette précision sur l'état de santé de votre collègue. Elle est sortie du bloc opératoire, son état est stable, mais on est encore très prudent, c'est ce que vient de dire le ministre de l'Éducation nationale. Sur la question plus générale, écoutez, je voudrais que vous réagissiez à cela. C'est Jean-Rémy Girard, qui était porte-parole du SNAC, le syndicat national des écoles, collèges, lycées et d'enseignement supérieur. Il parle justement de cela, de la santé mentale. On l'écoute et vous réagissez tous après. Le ministre le sait, on manque aussi d'encadrement dans l'éducation nationale, on a quasiment plus de médecins, on a très peu de psychologues, très peu de personnel de services sociaux. C'est aussi des personnels qui peuvent voir les enfants, qui peuvent détecter un certain nombre de symptômes. Je ne dis pas que c'est parfait, on n'arrivera jamais au risque zéro, mais on a une santé scolaire, on a tout ça qui est quasiment un champ de ruines. Alors, pas de risque zéro, le ministre l'a dit lui-même il y a quelques minutes, mais sur ça, notamment sur cette santé mentale, puisqu'on comprend bien que là, on est à la confluence de tous les problèmes sociétaux. Là, visiblement, il y a des problèmes intrafamiliaux, j'imagine, tous les réseaux sociaux. Bref, la santé mentale, c'est toujours le grand oublié de ces situations-là, voire de l'éducation nationale en général. J'allais dire pas seulement de l'école, malheureusement. Je crois qu'il faudrait faire venir des spécialistes de santé mentale, mais ils vous diront tous que ça va très très mal dans notre pays, que notre pays n'a pas du tout la politique sanitaire qu'il faudrait avoir. Et donc moi je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre, c'est que nous manquons cruellement de psychologues avec qui les enfants peuvent échanger d'une façon autre qu'avec les enseignants ou avec les parents, de médecins, etc. Et je me demande même s'il y a suffisamment aussi de personnel qui s'occupe de la santé mentale pour les personnels de l'éducation nationale, pour les enseignants qui ont aussi des difficultés parce que justement leur métier est difficile. Donc là, c'est peut-être vous qui saurez mieux le dire, mais il y a vraiment des carences gigantesques qui ne régleront pas tous les problèmes, mais qui créeront la possibilité d'échanger, des médiations, des lieux d'écoute au plus près. C'est ça qui manque. Manon, vous vouliez réagir justement en tant que magistrate, souvent on vous entend, vous les magistrats, vous dites, ça peut paraître contre-intuitif à certains téléspectateurs, mais la réponse n'est pas dans le tout répressif ou dans la loi, il faut prendre tout l'écosystème. Bien sûr, on a pris connaissance d'un rapport de la Cour des comptes sur la prise en charge de la santé mentale des enfants et adolescents. C'est 1,6 million enfants et adolescents qui ont un problème de santé mentale. Et il y a 1,6 million enfants en France de faibles à très sévères, et seulement la moitié sont pris en charge aujourd'hui par de la pédopsychiatrie. C'est comme tous les services publics aujourd'hui, un système qui est à bout de souffle, j'ai même envie de dire pire que tout, la psychiatrie de manière générale et la pédopsychiatrie. Et nous, professionnels magistrats, on n'a pas de professionnels, on a très peu de professionnels, parfois dans les grandes villes, pour prendre en charge ces mineurs. Pour rappel, juste aussi, au-delà des professionnels qui gèrent la santé mentale des mineurs, les professionnels de justice, il y a un peu plus de 500 magistrats de l'enfance, de juges des enfants, pour 250 000 enfants qui font l'objet d'une mesure de protection. Je ne sais pas si vous imaginez le ratio que ça représente. Ils voient les enfants une fois par an, les juges des enfants en France, puisqu'ils ne peuvent pas le faire plus. Et on a eu une collègue belge avec qui on a pu échanger, qui hallucinait complètement des chiffres qu'on pouvait présenter en France. Elle peut voir des mineurs toutes les semaines, des enfants qui ont commis des infractions, elle peut les voir toutes les semaines. Ils ont des structures d'accueil, alors certes fermées, mais pluridisciplinaires, avec psychiatres, psychologues, éducateurs. On est en manque de tout ça, on est en crise partout. On crie dans le vide, en réalité, l'éducation nationale, l'institution judiciaire, la police, tout le monde crie à l'aide en disant « nous n'avons pas de moyens pour fonctionner correctement ». Et à chaque fois, dès qu'il y a des événements dramatiques, aussi dramatiques que celui-là, on est de nouveau en train de dire qu'on a besoin de ces moyens, de ces équipes pluridisciplinaires. On est toujours en train de vous dire qu'on n'a toujours pas ces moyens aujourd'hui. On nous répond à base de lois d'affichage
pour trouver des réponses qui sont tout aussi complexes que la prise en charge des mineurs. Ce que vous nous dites, c'est parce que j'allais vous parler des exemples étrangers. Alors, on a des exemples étrangers, mais qui sont radicaux. Vous allez peut-être le voir là, juste en image illustration chez vos collègues britanniques. Là, il y a carrément des cours de self-défense, d'autodéfense pour les enseignants. Évidemment, on ne veut pas forcément en arriver là, mais ça existe au Royaume-Uni, qui sont quand même des voisins proches. Et puis, évidemment, alors là, aux États-Unis, carrément, là, il y a carrément des professeurs qui peuvent être armés en classe et qui s'entraînent au tir, que ce soit pour lutter contre un de leurs élèves qui deviendra un agresseur, ou évidemment face aux innombrables fusillades qu'il y a aux États-Unis en milieu scolaire. Alexandre Hébert, vous en parlait tout à l'heure. Pour revenir à la France, sans aller dans ces exemples évidemment extrêmes, ce que vous nous dites là, c'est que d'autres pays font mieux que nous sur la prise en charge de la santé mentale. Ça, c'est établi. En tout cas, déjà, ce qui est certain, c'est que quand on regarde la France, en France, l'éducation nationale est certainement le plus grand désert médical de ce pays. Enfin, je veux dire, on manque d'infirmières scolaires. Aujourd'hui, une infirmière scolaire, elle est sur plusieurs collèges ou lycées. Donc, ça veut dire qu'elle ne peut même pas passer deux ou 3 jours consécutifs dans le même établissement pour voir les mêmes élèves. Donc, ça veut dire qu'elle voit plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'élèves. Qui peut décemment croire qu'on va suivre correctement des élèves qui ne vont pas bien en ayant des collègues, que ce soit infirmières, que ce soit psychologues de l'éducation nationale, voire assistantes sociales, qui brassent plusieurs milliers d'élèves par semaine. Donc effectivement, quand on dit qu'on a besoin d'adultes aux côtés de nos élèves, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde fait le constat que la jeunesse ne va pas bien. Et si on veut y répondre, l'école va y répondre en accompagnant les élèves. Il faut aussi une réponse à l'extérieur de l'école. Mais quand on dit qu'on a besoin d'adultes et qu'on nous dit « Ah ben non, vous coûtez déjà trop cher l'éducation nationale, vous comprenez, il y a un budget, etc. » On parle quand même en face, on parle de nos élèves et de nos élèves qui vont pas bien. Moi, si on reste sur l'exemple français, la logique purement comptable qui consiste à dire on peut pas vous donner plus de moyens parce qu'il y a un budget et que le budget il est contraint, on peut pas l'entendre quand on voit nos élèves qui sont dans une telle détresse et quand on voit nos collègues aussi. Enfin, il faut mesurer l'épuisement professionnel qui est lié au fait qu'on court après le temps, qu'on court après les élèves et qu'on n'a jamais le temps ni la possibilité de pouvoir à un moment s'asseoir à plusieurs, avec les élèves, avec leurs familles, et trouver des solutions ensemble. Aujourd'hui, on est terriblement seuls, à part quand il y a un drame. Alors là, quand il y a un drame, toute la classe politique vient pleurer avec nous et nous dire que c'est terrible, vient nous dire que l'école est le cœur de la République. Et ensuite, les 360 jours suivants dans l'année, il n'y a personne. Valentine, dans vos enquêtes, vous qui suivez justement plein de tragédies malheureusement, cette dimension psychologique, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est souvent la grande oubliée. On cherche d'abord des causes, le terrorisme, etc., la radicalisation, alors que est-ce que souvent, cette donnée-là, elle est primordiale? Oui, on l'a vu d'ailleurs dans toutes les précédentes affaires qui ont été citées dans les sujets, mais on le sait, et je pense que c'est un constat qui est accepté par tout le monde et admis par tout le monde, que la santé mentale chez les jeunes va très mal. Ce sont des jeunes qui sont d'ailleurs de plus en plus violents, de plus en plus jeunes, qui sont constamment sur des réseaux sociaux où ils sont abreuvés de contenus violents. Ils ne savent plus différencier le réel de l'irréel. Et voilà, et tout ça sont des constats, en effet, qui sont posés, mais après, il faut y apporter des réponses. Et puis la gestion des violences dans leur famille, pardon, juste, j'ajoute ça, mais des mineurs qui sont aussi confrontés dans leur propre famille des situations de violence très graves, violence sexuelle, violence physique, 60 enfants par an qui meurent dans le cadre de violences familiales, 160 000 de violences sexuelles enfants, de victimes de violences sexuelles par an. Donc c'est aussi cette prise en charge qui est carence totale aujourd'hui dans cette prise en charge de ces violences-là. Et ces violences-là, on le sait très bien, les enfants reproduisent les violences qu'ils voient au domicile ou qu'ils ont eux-mêmes subies parfois. Michel, le mot de la fin. L'enjeu ne peut pas être simplement d'empêcher un jour un gamin de donner des coups de poignard à son enseignante. L'enjeu, c'est la santé mentale de tous les enfants. Dans un établissement scolaire, vous avez toutes sortes d'enfants qui ont besoin d'échanger, d'avoir de la bienveillance, d'avoir de l'écoute, d'avoir des explications à ces problèmes. C'est pas du tout un criminel en herbe. Et donc, c'est cette décomposition du tissu de relations, de capacité d'être écouté, de capacité de bénéficier de la bienveillance, qui fait que c'est quand même mieux d'avoir des psychologues sociaux que des portiques à l'entrée des établissements scolaires. Mais pour tout ça, il faut de l'argent. On en revient à la question du budget. En moins d'une minute, mais... De l'argent et des professionnels formés. C'est aussi ça, parce que grande démission de professionnels de l'éducation,
du social, enfin tous ces gens-là, en fait, à bout de force, en burn-out, quittent ces professions-là. On recrute de plus en plus de personnel contractuel, mal formés, et voire pas du tout formés. Donc il y a aussi une crise de la formation. Il faut des moyens, certes, mais dans les moyens, si jamais un jour on les a, du personnel clairement formé et bien formé à la gestion et la prise en charge. Je sais que c'est une question hyper polémique, mais en ces temps de contraintes budgétaires, hier on a parlé du budget sur ce plateau, est-ce que, encore plus que des profs, il faut à la limite prioriser des soignants, des psys, des infirmières en milieu scolaire. Je sais que ça ne fait pas plaisir, mais quand il faut faire des choix... Il y a des choix à faire et je pense que le choix, c'est les services publics, c'est renforcer les mains de tous les services publics. C'est comme ça qu'une société va bien. C'est quand elle prend en charge et qu'elle prend soin de ses citoyens, ses citoyennes. Et aujourd'hui, on manque de moyens dans tous les services publics et tout ça est relié. L'éducation nationale va mal, la justice récupère, les soignants récupèrent. Enfin, tout ça est un... Et qu'elle ne laisse pas l'école devenir une école à deux vitesses où les établissements privés, dont on n'a pas du tout parlé ce soir, semblent avoir moins de problèmes, tout simplement parce que ceux qui ont les moyens, l'éducation, etc., mettent leurs enfants dans ces écoles et ça complique encore plus la tâche de l'école publique. C'est aussi une dimension de ce dont nous parlons. Et on en reparlera. Merci vraiment à tous les quatre pour cet éclairage sur cette tragédie. Je vous rappelle les derniers mots du ministre de l'Éducation nationale. L'enseignante violemment agressée aujourd'hui est sortie du bloc opératoire. Son état est stable, mais on est encore extrêmement prudent. C'est ce que vient de dire Édouard Geoffrey, le ministre de l'Éducation nationale.